qui a été dit depuis la matinée, nous allons présenter une expérience cinématographique inédite qui a marqué l'histoire du cinéma tunisien, notamment en ses débuts. Nous nous interrogeons lors de cette expérience sur le pouvoir de l'architecture et la construction du sens de l'habitat à la lumière d'un film de Nouri Bouzid, c'est son premier film, à savoir L'Homme de sang. Donc, en effet, nous avons constaté que la majorité des réalisateurs tunisiens ont tous eu attrait à l'espace de la Médina dans leur représentation cinématographique. Que ce soit la Médina de Tunis, la Médina de Sfax, la Médina de Kairouan, tous les réalisateurs pratiquement, que ce soit au début de la naissance du cinéma ou jusqu'à nos jours, ont toujours attrait à cet espace dans leur représentation. Donc, cet engouement pour la Médina nous a suscité à chercher par derrière sa représentation et par derrière ses symboliques. Donc, est-ce la nostalgie à un cadre de vie spécifique qui retient nos réalisateurs ou il y a plus profond à dire? Donc, une telle thématique nous invite à utiliser l'image cinématographique comme média, comme on utilise l'écrit, les tracés, les photos. Mais l'accès sur l'étude spatiale est certes déterminé d'une part par notre formation de base, à savoir l'architecture d'intérieur, mais surtout par le fait que si le temps et les perturbations chronologiques sautent à notre attention, l'espace, d'une manière générale, ne nous apparaît que comme cadre porteur de l'action, comme un simple décor. Donc, notre travail part de deux hypothèses premières. Nous pensons que l'espace dans lequel se déroule l'action est une première caractérisation. Un espace intérieur est certainement différent d'un espace extérieur. Les espaces, dans leur multitude, dans leur succession, dans leur alternance, sont loin d'être aléatoires. Donc, nous nous attachons à cerner l'originalité du traitement de l'espace de la Médina dans son ensemble et de l'espace domestique dans sa particularité, pour dire que l'espace de l'action ne fonctionne pas ni comme cadre ni comme décor, mais plutôt comme élément moteur de la narration. Notre deuxième hypothèse consiste plutôt à voir les notions que nous considérons toujours comme conventionnelles, les notions de position socio-spatiale, d'intérieur-extérieur, de public-privé, de masculin-féminin. Ces notions s'avèrent aujourd'hui étonnamment dépassées, voire même plastiques. Elles fonctionnent comme des révélateurs de nouvelles représentations où les usagers retrouvent toujours une brèche pour outrepasser les frontières marquées comme imaginaires. Donc, en gros, notre problématique va traiter de 3 points. Que serait finalement l'espace domestique et à quoi sert à travers le corpus à analyser? Dans quelle mesure peut-on s'approprier l'espace, chacun des deux espaces, l'espace domestique et l'espace public? Et puis, comment se manifeste le brouillage entre les différentes frontières? D'où provient-il? Que remet-il en cause? Et que fait-il émerger de nouveau? Donc, notre travail va se centraliser sur l'étude de la trilogie de notre question, à savoir l'individu, l'espace et le lien qui se tisse entre les deux. Pour ce faire, nous traitons de l'espace dans sa double consistance d'espace matériel, c'est-à-dire d'espace physique architecturé, obéissant à des lois de construction spatiale et morphologique spécifiques à une société donnée, mais aussi d'espace pratico-symbolique qui obéit d'une part à des modes d'habiter, mais il répond évidemment à des représentations et des perceptions, des valeurs perceptuelles que chacun des individus reçoit en vivant son espace. Donc, dans un premier temps de notre travail, nous allons rapidement passer sur l'aspect architectural formel de l'espace, car nous pensons certes que ces deux notions qui sont indispensables à notre étude, mais c'est des notions assez communes et que nous pensons que
L'intérêt de notre travail réside surtout dans le déchiffrage des valeurs perceptuelles que l'usager se fait de son espace. Donc, dans sa dimension morphologique, la maison traditionnelle de la Médina est souvent assimilée à un espace clos, enfermé sur lui-même, qui depuis l'extérieur a un aspect architectural basé sur des murs hauts, lisses, sans ornement, et qui présente de rares ouvertures sur l'extérieur. Donc c'est un espace qui joue essentiellement à préserver l'intimité de son occupant. Donc nous allons en gros se concentrer sur cette étude de l'espace et de l'individu comme deux paramètres en étroite relation insécable, car tout espace possède certes une organisation spécifique, mais il demeure une coquille vide en l'absence de son occupant. Nous pensons que l'espace, quelque part, peut conditionner le mode de vie de son occupant et l'obliger à obéir à un code conventionnel ou à ce que Michel Desserteaux appelle art de faire. Et ceci se résume parfaitement dans cette image où nous dénotons une parfaite symétrie axiale, que ce soit au niveau de l'espace architectural, au niveau des ouvertures, au niveau des panneaux décoratifs. Cette première symétrie dénote également une symétrie sociale où nous voyons les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Une symétrie telle que définie par le dictionnaire des symboles est définie un ordre esthétique fait de mesures, de conventions, de normes et de sérénité. Il évoque des notions de fraternité, d'égalité, de justice. Or, nos analyses des parcours des différents personnages le long du film a fait que le masculin et le féminin ne bénéficient nullement d'un même statut. Bien au contraire, quoi d'autre d'ailleurs, si nous focalisons sur la ligne horizontale centrale, nous voyons que toutes les épaules en fait, de tous les personnages se situent sur une même ligne, sauf celle du père, elle se situe largement en dessous de la ligne. Donc, le père, en tant que chef de famille, bénéficie d'un statut particulier et d'une place importante. C'est lui le possesseur de la maison. Il la possède c'est lui le possesseur de la maison dans sa possession physique, mais aussi dans sa possession symbolique, qui se décrypte essentiellement par le pouvoir et l'autorité qu'il exerce sur l'ensemble des membres de la famille. Donc, l'espace habité nous apparaît comme un espace, comme un lieu sacré dans l'ordre et la rigueur. Je sais pas. Tellement il y en a des choses à dire que... Bon. Donc l'espace habité est associé à un lieu sacré dans l'ordre et la rigueur sans les principales caractéristiques, à l'ordre physique d'une architecture ordonnée et régulière et rattaché à un ordre social dont le père dispose de la totale exclusivité. C'est un espace orienté vers, en adoptant le terme de Bachelard. Donc, dans un second temps de notre étude, nous notons que l'individu vit certes l'espace dans sa spatialité physique, dans sa spatialité sociale, mais surtout dans ses retombées psychologiques. Car habiter tel que défini par Moll, c'est d'abord prendre possession physiquement des lieux, faire corps avec, y créer des liens d'attache et y mettre un sens. Il s'agit de loger son être dans l'espace prévu, d'y imposer sa propre temporalité, de le remplir d'un quotidien. Or, tel que dessiné par le réalisateur, la maison domestique, en fait, qui a cette architecture assez rassurante, qui essaie de préserver l'intimité de son occupant, n'est nullement réceptive par les deux protagonistes principaux du film, en fait. Bien au contraire, elle est vécue comme un enfer, comme un espace d'expérience assez douloureuse.
le premier personnage, chassé de la maison paternelle, il s'est offert un nouveau chez-soi spécifique à lui, propre à son image. Donc c'est un simple coin isolé dans les hauteurs des terrasses. Les quelques meubles qu'il aménage renvoient aux fonctions assez primaires, assez vitales pour la vie. Une simple couverture lui sert de toiture, une seconde de couverture et une valise de range-pied. Donc, dans cet espace, la notion de confort ne transparaît guère, il s'allonge à même le sol. Un tel changement de lieu d'habitation est une épreuve dans l'inconnu, qui signe que l'espace domestique proprement dit est devenu insupportable, voire invivable pour le personnage. Et qu'en le quittant, il peut s'absoudre momentanément des souffrances et des douleurs qu'il peut évoquer en lui. Donc la terrasse, pour Farfet, c'est le nom du personnage, est loin de former un extérieur, bien au contraire, c'est son nouveau chez-soi qu'il s'approprie. Il manifeste de la sorte un changement social à consolider et une affirmation identitaire à revendiquer. Le second cas de notre étude, c'est le second personnage qui, à la veille de son mariage, se trouve comme déraciné de tout point d'attache familial. Il passe son temps à lire les regards, à voir les choses familières d'un œil étranger. Il se sent cloîtré, renfermé sur lui-même. Il est à la recherche d'une quête identitaire intérieure. Il se cloître, il quitte la maison domestique à plusieurs reprises vers des espaces de l'extérieur, des espaces considérés comme échappatoires. Et là, nous allons se concentrer sur deux espaces parmi tant pour voir cette nouvelle manière d'appropriation de l'espace extérieur. Donc, nous allons focaliser sur un premier espace, à savoir l'appartement de Monsieur Levy. Donc, ces images qui réunissent le couple Heshmi et Levy montrent évidemment que la relation qui existe entre les deux personnages, il y a une profonde affection qui réunit les deux personnages, telle que le souligne l'expression de leur visage. D'ailleurs, Levy parle à Heshmi en l'appelant son fils. Et Heshmi a choisi Levy pour se confier, pour partager un moment de bonheur et surtout pour lui en parler de ses malheurs. Donc une telle symbiose rappelle les discussions qui devraient réunir un père à son fils, sauf qu'en aucun moment du film on ne voyait Heshmi parler à son père ni discuter avec lui. La relation qui les réunissait est plutôt silencieuse, voire même conflictuelle. Donc, c'est vers l'autre, différent culturellement et religieusement, vers l'extérieur social que s'est tourné Heshmi à la recherche d'un refuge. L'intérieur lui est hostile et porteur de dangers multiples. Il est grondé par son père, espionné par son grand frère, violé par son coreligionnaire musulman et contesté par sa société. Dans un second lieu, nous allons visiter la maison de Seja. C'est une vieille prostituée de la ville de Sfax. Donc c'est vers la prostituée que s'est dirigé Heshmi à la recherche d'un moment de plaisir afin de dépasser son statut de minorité. La maison de Seja constitue pour Heshmi l'ultime refuge. C'est un endroit où il s'est senti en parfaite sécurité. Il dialogue, rit, révèle ses malaises, discute. De son côté, Seja, la prostituée, lui prête une attention particulière, l'écoute, le réconforte, l'initie. Elle joue là le rôle d'une mère de substitution pour le héros. Elle est la confidente de Heshmi, à l'opposé de l'image de sa mère, qui n'arrive en aucun moment à comprendre ou à expliquer les comportements de son fils. Donc, dans un
Dans un troisième plan de notre travail, nous avons développé un second chapitre qu'on avait nommé « Habiter l'espace, habité par l'espace » pour dire que l'individu habite certes une spatialité, mais cette dernière l'habite également par les mémoires et les songes qu'elle peut lui faire revivre. Donc l'espace, il peut conditionner les comportements conscients et inconscients de l'homme. Ainsi, le corps entre en rapport avec l'espace qui devient un opérateur de l'identité subjective. Et là, nous allons s'attarder sur un espace bien particulier, à savoir l'atelier. C'est dans cet atelier que les deux personnages ont été violés alors qu'ils étaient tout jeunes par leur contremaître, le chef d'ébénisterie. Donc, l'atelier par l'acte fatal commis en son intérieur, agoniste. Tous les recoins de la fabrique se sautent à leurs yeux. Ils leur rappellent l'acte de viol qu'ils avaient vécu alors qu'ils étaient petits. Donc, des éléments de la vie quotidienne sautent à leurs yeux. Ils les pénètrent plus réellement, les harcèlent, leur livrent une vérité. Ils les habitent ensemble par la diffusion continuelle de leur bruit, depuis la porte blindée, les serrures, les clés au mur, les claquements des portes. Donc tous ces éléments sautent à leurs yeux pour les faire plonger à chaque fois dans ces moments de souvenir, dans ce passé assez douloureux. Donc nous pouvons dire que le passé se loge dans les objets de la vie quotidienne, dans les sensations qu'ils éveillent et qui lui servent de support mnémonique. Il s'agit donc d'un espace vécu à travers les partialités de l'imagination. Ainsi, la frustration provoquée par tous ces éléments entraîne une attitude méfiante à l'égard de l'espace et des jugements de valeur qui vont jusqu'au rejet de l'espace et par la suite du métier. Dans un second espace de cette étude d'habiter l'espace, habité par l'espace, nous nous attardons sur l'espace de la Médina, qui, par son architecture déjà assez spécifique, par son tracé géométrique labyrinthique, adoptant des parois et des murailles assez hautes, assiégeantes, qui enferment le personnage dans ses parcours. Cette transcription qui, bon, là, c'est écrit en arabe, Farfat Mushraj, ça veut dire, en traduction littéraire, en fait, ça veut dire que Farfat, le personnage, n'est pas homme. Et là, on attaque le personnage dans sa virilité. Donc, le drame du personnage s'intensifie avec la manifestation de cette transcription qui met en avant, comment dirais-je, en avant son honneur, qui met en avant son honneur face au large public, vu que cette transcription est affichée sur les parois de la Médina. Donc là, c'est l'architecture qui parle au public. Donc, le personnage va finir par rejeter le cadre physique, le cadre social et le travail. Ainsi, nous pouvons dire que le malheur du personnage et la société, au fait, ne prend conscience de la chose que du moment où le privé devient public. La société réagit ainsi par le refus et le reniement du sujet dès que sa position tranchée se trouve bousculée. Donc, pour en finir sur la chose, il est donc significatif de noter que les connaissances spatiales fondées sur les sensations de l'être envers une organisation particulière n'ont pas les mêmes valeurs que les connaissances géométriques qui structurent l'espace matériellement suivant des pratiques et des connaissances préétablies, alors que les connaissances perceptives sont les fruits de nos acquis précédents et de notre expérience
l'expérience spatiale, il le structure mentalement par des souvenirs, des imaginaires ou même des aspirations. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.